et immédiatement il sort même souvent en première position. Et on est à Issy-les-Moulineaux, une ville numérique, donc effectivement, son musée municipal, le musée français de la carte à jouer, unique dans le monde, donc bénéficie évidemment aussi d'une belle reconnaissance en matière numérique. Et donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. C'est une nouveauté. On a un site internet intéressant qui, justement, montre l'activité, le dynamisme du musée. Un musée, aujourd'hui, c'est presque plus qu'un musée. C'est un centre culturel. On peut y pratiquer un certain nombre d'activités, on peut être spectateur d'un certain nombre de faits culturels, de concerts, de tournois. Ce musée est particulier puisqu'il y a évidemment des cartes, c'est-à-dire des objets d'art à voir, mais il y a également du jeu, il y a un fait social. On peut pratiquer. Ici, vous visitez et vous jouez. Qu'est-ce qui a eu l'idée, en fait, Denis, de cette aventure? C'est une idée à la fois collective et puis en même temps quelque chose qui s'est imposé. En 1930, un donateur fait don à la ville Issy-les-Moulineaux d'une collection toute sa vie. Et 50 ans après, la conservatrice Agnès Barbier, à l'époque, organise une manifestation, une exposition qui révèle dans ce don une planche, notamment la planche qui est derrière vous, une planche de tête de portrait français début du XVIe siècle, quelque chose d'unique, et donc qui permet de se dire qu'on avait un petit trésor, une pépite dans les mains, et toute l'histoire du musée démarre. Se reconstruit. C'est ça. On est en 1986, l'aventure démarre. On veut faire un musée absolument unique, donc original, et on crée un écrin de plus de 2000 mètres carrés, un des plus grands musées d'Île-de-France, donc pour recevoir cette collection extraordinaire. Issy-les-Moulineaux donc est une ville qui est juste à côté de Paris. C'est presque Paris. Ici, les gens qui viennent, ils viennent pour voir, ils viennent pour jouer, ils viennent pour. On leur enseigne par exemple belote, canasta, poker. Enfin, comment ça fonctionne? Alors, belote, canasta, bien. Poker, non. Non, poker, il faut miser, il faut de l'argent. On n'est pas un cercle de jeu. Il y a les cartes. Mais il y a les cartes, bien sûr. On peut jouer, au musée. On pourrait ajouter la magie. Le couillon, le scat, l'ogorek, la scopa. Oui, tous les jeux européens, tous les jeux du monde sont à Issy-les-Moulineaux, au musée français de la carte à jouer, parce qu'on joue ici. On a des tournois également de mahjong, donc on part en Asie, on part en Chine. C'est le tour du monde en permanence. On parle aussi de tout. On parle de la ville en ce moment, donc c'est Raymond Depardon qui expose tout son travail de photographie sur les grands architectes actuels à Issy-les-Moulineaux, mais également des choses totalement différentes. La nuit des musées, au mois de mai, on va parler de Victor Hugo, vous en parliez tout à l'heure. Victor Hugo, Adèle Fouché, à l'été 1819, commence à s'embrasser à Issy-les-Moulineaux. Donc nous, on va en parler, ce 200e anniversaire de ce premier baiser. Pour nous, c'est évidemment le moment de fêter ça. Denis, question, est-ce qu'il existe ici une sorte de chef-d'œuvre, comme par exemple, vous avez le déjeuner sur l'herbe de Manet à Orsay ou la Joconde au Louvre? Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre une carte particulière, un jeu particulier, un objet particulier? Alors, j'ai envie de vous répondre facilement. On en a 25 000 chefs-d'œuvre. Mais en réalité, il y en a peut-être une qui a effectivement les faveurs du public, parce que c'est la plus ancienne. Elle date du XVe siècle. C'est une carte d'un tarot de Ferrare. Donc, on est en pleine Renaissance italienne. La cour d'Isabelle d'Este, l'entourage de Cosme-Toura. Donc, on est dans un moment où l'art est en train d'éclore de manière extraordinaire en Italie, par foyer. Donc on a Florence, on a Milan et on a Ferrare. Et chaque grande cour est en train de se doter d'instruments de pouvoir, d'instruments aussi culturels. Et le tarot princier, les triomphi, en fait partie. Et nous, on a la chance d'avoir une carte d'un tarot princier, quelque chose d'extrêmement rare, rarissime, même qu'on a acheté en 92, le chariot de Ferrare, qu'on vous invite à découvrir. Question. Est-ce qu'il y a de grands artistes qui ont signé des jeux de cartes? Et autre chose, est-ce qu'il y a des artistes méconnus, justement, qui sont reconnus dans la facture du jeu de cartes? Alors, des artistes très connus qui se sont emparés du jeu de cartes, Delaunay, Sonia Delaunay, des artistes actuels, mais des artistes aussi plus anciens. Le jeu de cartes est véritablement un support pour artistes. Et à partir des années 1900, on aime à justement prendre un cadre et puis après faire preuve de liberté dans ce cadre pour créer autre chose, un nouveau langage.
Question, Michel. Question très bête, mais je me la posais en préparant cette émission. Est-ce qu'on sait finalement comment, enfin à partir de quand et pourquoi on est arrivé sur cette iconographie précise des cartes avec roi, dame, valet, enfin les chiffres, etc. Et c'est parce que ça a l'air assez universel quand même aussi comme langage. C'est notre anthropologue, Michel. Donc, Oui, nous posons les questions, nous posons les questions bas de gamme, tous, et puis tout d'un coup, Michel surgit. Pouvez-vous nous dire c'est évidemment une merveilleuse question. Alors, les premières cartes... Toutes mes félicitations. En disant qu'elle était simple en plus. Les premières cartes, a priori, sont chinoises. C'est lié à l'invention du papier, donc il faut évidemment le lier. On est au 7e, peut-être un peu avant, donc en Chine. On n'a pas de vestiges, donc on ne présente pas de cartes de cette époque-là. En revanche, pour ce qui concerne les cartes à jouer telles qu'on les connaît, il y a des enseignes que nous, on connaît bien, donc pique, cœur, carreau, trèfle, mais dans le monde latin, en Espagne, en Italie, c'est d'autres types d'enseignes.